Et on va parler, bien entendu, de gastronomie française. Alors, pour ceux qui me connaissent, ça n'est pas une surprise. Je passe mon temps dans les restaurants, plutôt les bons restaurants. J'aime ça et depuis longtemps. Et finalement, au fil du temps, il s'est développé une forme d'une petite, peut-être compétence ou en tout cas appétence pour cette gastronomie française. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, 10h30, le vendredi, on vous fait un petit topo sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'entrepreneur. Alors d'abord, je voudrais vous raconter cette anecdote qui date un peu, hein, puisque on attribue à Talleyrand la phrase suivante. Donc, lors d'un dîner, un convive lui demande comment boire ce bon vin qui est servi. Et donc, le prince Talleyrand lui recommande de prendre le verre dans sa main, de faire tourner délicatement le liquide, de le humer et de le reposer. Et il lui dit, ensuite, on en parle. Ce qui est extraordinaire dans cette anecdote, c'est que le vin n'a toujours pas été bu, ni même goûté. Et donc, la gastronomie française, c'est bien plus que l'art de manger. C'est aussi une longue histoire. Par exemple, dès le Moyen Âge, il y a des épices qui sont utilisées pour masquer le goût des ingrédients, notamment de la viande qui n'a pas toujours été conservée de façon extrêmement rigoureuse et qui peut avoir faisandé un petit peu. Et donc, on va utiliser le commerce international déjà pour se procurer des épices afin de masquer le goût, c'est-à-dire de donner finalement une saveur euh, appréciable à des choses qui ne l'auraient pas si on les goûtait telles quelles. Au passage, excellent choix, hein, puisque la plupart des épices sont aussi des antibiotiques naturels. Ça explique sans doute pourquoi nos ancêtres ont survécu à de la viande faisandée. Au XVIIe siècle, donc plus proche de nous, on va abandonner les épices et on va utiliser plutôt des herbes aromatiques, le thym, le laurier, l'estragon, la sauge, pour donner du relief aux préparations. Mais on va aussi mettre au point des techniques qu'on peut qualifier de raffinées, comme le collage à l'œuf, où on utilise le blanc d'œuf. Alors on ne sait pas encore que la protéine du blanc d'œuf a une capacité à se lier avec d'autres éléments. On ne sait pas encore, par exemple, que les molécules de lipides sont capables de capturer les molécules aromatiques, mais on va, par un système de transmission, d'essais, d'erreurs, etc., commencer à utiliser des méthodes qui permettent, d'améliorer grandement la cuisine. Et puis, au XVIIIe siècle, on est au sommet de la vie à Versailles, et là, on va donner de somptueux banquets qui sont aussi des outils diplomatiques. C'est-à-dire qu'on va, de la même manière que l'architecture, la galerie des glaces, la musique et les jardins de Versailles vont servir politiquement la France ou le Royaume de France à l'époque pour avoir finalement un rôle plus important sur la scène internationale, eh bien, les banquets font partie du package. Le repas à Versailles avec ce service qui va être codifié, c'est quelque chose qui fait partie de l'image de la France donc dès le XVIIIe siècle. Et puis au XXe, alors il se passe des tas de trucs au XIXe, on va en parler, mais au XXe siècle, on a deux grandes personnes. On a Auguste Escoffier. Auguste Escoffier, c'est un cuisinier français qui va clarifier le fonctionnement de la cuisine. C'est le Taylor de la cuisine, c'est-à-dire il va faire des brigades, il va inventer la mise en place, il va faire en sorte que l'on ne crie pas dans une cuisine, mais qu'on se parle. Et en fait, il va exporter cette façon de cuisiner pour
plusieurs personnes, donc on parle du restaurant, notamment le restaurant des grands hôtels de luxe. Il va exporter ça à Londres, puis à New York. Et il va donc de ces 3 villes fortes, 4 peut-être, il y aura Paris, Cannes, Cannes ou Nice, je ne sais plus, mais enfin le sud de la France, Londres et New York, il va former des équipes à sa méthode de travail. Et c'est encore la méthode utilisée aujourd'hui au XXIe siècle dans une cuisine. Et puis il y aura le guide Michelin dont je vous ai déjà parlé, qui est en fait un recueil des endroits où on peut s'arrêter pour manger sur un trajet qu'on va faire avec son automobile. Et le guide Michelin qui existe encore, bien entendu, aujourd'hui, fait encore partie de la gastronomie mondiale et de la gastronomie française. Au XXIe siècle, en tout cas pour la partie qu'on en connaît, je vous citerai 2 événements majeurs. La cuisine moléculaire consiste à essayer de comprendre et d'utiliser des méthodes chimiques pour préparer des plats qu'on ne peut pas préparer si on n'utilise pas ces méthodes. C'est l'héritier du XVIIe siècle, simplement avec la science en plus, et notamment, il y a un chercheur français qui s'appelle Hervé Tisse, qui a écrit un livre qui s'appelle Les secrets de la casserole, qui est le premier chercheur chimiste au monde à s'intéresser à ce qui se passe chimiquement, physiquement, lorsque on fait cuire un œuf, lorsqu'on fait griller une viande, lorsqu'on fait une mayonnaise, et pourquoi est-ce que la mayonnaise va se lier ou pas. Et donc, ce monsieur Hervé Tisse, j'ai eu la joie de rencontrer, et vous l'imaginez, très haut dans mon panthéon personnel, il a apporté une capacité à analyser la cuisine sous un angle que personne n'avait utilisé avant lui. Et alors, est-ce que ça suffit pour expliquer le succès mondial de la cuisine française? Eh bien, je ne crois pas. Et j'ai donc essayé de décortiquer ce qui fait le succès de notre gastronomie. Alors d'abord, il faut comprendre que la France, c'est un assemblage de terroirs extrêmement variés qui génèrent des produits de base innombrables. Entre l'asperge des sables, le reblochon, qui, comme son nom l'indique, est issu d'une double traite d'une vache, le riz de Camargue, les huîtres de Marennes-Oléron, les moules de Bouchot, ou bien simplement plus proche de nous, les blés de la Brie et de la Beauce, qui donnent naissance à des farines qui permettent ensuite de faire des pains exceptionnels. La France est un assemblage de mers et d'océans, de déserts et de campagnes, de collines et de moyennes montagnes, et aussi de hautes montagnes. Et donc, vous pouvez imaginer que l'agneau de Présalé du Mont-Saint-Michel n'a pas le même goût que l'agneau de Sisteron ou l'agneau de l'Aveyron. Et pourtant, c'est le même animal, ou quasiment le même animal. Donc, les terroirs vont donner à la France une chance incroyable d'avoir des produits très, très, très divers. Deuxième facteur clé de succès, on a un attachement à nos régions d'origine. En fait, la France, qu'on connaît aujourd'hui dans sa géographie actuelle, elle est très récente. Et parce qu'elle est très récente, elle a à peine quelques siècles, eh bien, évidemment, il n'y a pas que les Corses et les Alsaciens et les Bretons qui aient gardé une unité très forte, culturelle et gastronomique notamment. Mais c'est aussi vrai de toutes les régions. Et à l'intérieur des régions, d'un certain nombre de sous-ensembles qui sont homogènes de par leur culture, de par leur histoire, et notamment de par les produits qui sont fabriqués sur place. Le cognac, par exemple, ça ne pousse pas ailleurs qu'en Charente, de mémoire, mais
il existe des distillations et des spiritueux partout. Et vous ne pouvez pas aller dans n'importe quel petit coin reculé de France sans qu'on essaye de vous faire goûter l'apéritif local ou la distillation locale. Okay. Donc, cette région d'origine, avec ensuite le brassage des populations dans les années 60, avec l'urbanisation très rapide de la France à partir des années 60, fait que eh bien, les Basques ont monté et ouvert des restaurants basques à Paris pour retrouver un petit peu le goût du pays. Ils l'ont fait aussi à San Francisco, où il y a une communauté basque, et ailleurs dans le monde. Vous allez trouver dans chaque ville, finalement, les représentants, les dignes représentants de chaque région, notamment au plan gastronomique. Et puis, il y a dans la culture française un hédonisme assumé. Donc, l'hédonisme, c'est la philosophie de la recherche du plaisir. Donc, ce sont nos amis philosophes grecs qui l'ont défini. Et cette recherche du plaisir, finalement, eh ben, elle est dans notre culture. Alors, est-ce que c'est la poule, est-ce que c'est l'œuf? C'est difficile à dire. Est-ce que c'est parce que vous êtes capable de manger une fondue savoyarde, une raclette, ou bien un bar grillé, voire un loup au bord de la Méditerranée, que finalement vous êtes devenu hédoniste? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes hédoniste que vous êtes capable de vous pâmer devant une cancoyote ou des poireaux vinaigrettes? Eh bien, c'est un petit peu difficile de savoir qui a commencé, mais ce qui est clair, c'est que les Français ont un hédonisme assumé. Ça, ce sont les ingrédients de base. Il y a eu des accélérateurs. Alors, les accélérateurs, je les définis comme, par exemple, le langage. Est-ce que vous savez que les Français ont inventé tous les mots du métier de la cuisine? Donc, je vous en ai mis quelques-uns là. Émincer, braiser, déglacer, blanchir. Vous allez trouver des listes de centaines de mots qui décrivent des opérations spécifiques liées à la cuisine. Et donc, ce langage fait que dans le monde entier, quand on veut braiser une viande, on va utiliser le mot braiser. Le concept et le mot vont ensemble. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres cuisines dans le reste du monde. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, le langage commun va devenir le français, ou en tout cas des mots du français. Par exemple, vous avez l'exemple dans la finance, le langage commun est devenu l'anglais. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler de finance en français, mais ça veut dire que très vite, les concepts, très vite, les façons de se comprendre vont se réduire autour de mots anglais. Et bien, pour la cuisine, c'est la France. Ensuite, on a eu notre littérature. Il y a une époque où Balzac, Maupassant, Flaubert et Baudelaire vont, dans chacun de leurs romans, décrire des scènes de repas et vont donner à ces repas une présence, un rôle dans leurs histoires. En fait, ce sont des vulgarisateurs de l'expérience bourgeoise. Dès lors que finalement la bourgeoisie va prendre les codes de la noblesse et va se mettre à recevoir, elle va se mettre à recevoir pour faire des dîners. Alors certes, ce ne sont plus des banquets, ce sont quand même des dîners, chose que vous retrouvez encore au XXIe siècle à Paris dans les dîners en ville, par exemple. Eh bien, il y a cette capacité de nos auteurs à décrire cela. Et finalement, ce sont les Cyril Hanouna de leur époque. Ce sont eux qui vont expliquer finalement à ceux qui ne le savent pas encore comment on va servir les huîtres avec un Riesling, c'est-à-dire un vin d'Alsace. Je vous rassure, il n'y a pas vraiment de parc à huîtres en Alsace, et pourtant, les Alsaciens adorent les fruits de mer, et donc ils les servent avec le vin de leur terroir. Et donc, on peut boire du muscadet avec les huîtres, évidemment, si on est plutôt du côté de l'Atlantique, mais si on est à Strasbourg, on ne va pas boire un muscadet, on va boire un Riesling. Donc, cette littérature va contribuer à amener, à diffuser finalement ces bonnes pratiques un petit peu partout. Et puis, il faut le dire, nous avons inventé le restaurant. Alors, je vous invite volontiers à voir ce film récent sur l'invention du restaurant.
qui se passe au moment de la Révolution française. Et le film est formidable, servi par des acteurs exceptionnels, et on passe vraiment un très très bon moment. Et on voit comment on passe subitement de l'auberge. Alors, l'auberge, c'est plusieurs milliers, peut-être dizaines de milliers d'années d'existence. Hein. L'auberge, c'est l'endroit où on se restaure. Et puis, on va inventer le restaurant. Alors, sémantiquement, c'est assez proche, évidemment. On mange aussi dans un restaurant. Mais l'expérience qu'on va y vivre est de nature différente. Et ça va donner naissance à des véritables pratiques. L'art du service, l'art de la sommellerie, d'accord, l'art l'art de la fabrication des assiettes, des couverts, des verres, va venir enrichir l'expérience du restaurant qui se réinvente aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, il y a de nombreux restaurants qui ne mettent plus de nappe blanche, ne mettent plus de nappe du tout sur leur table, et qui pour autant sont des restaurants de très haute tenue gastronomique. Ça, c'est récent. C'est un changement récent dans lequel la nouvelle génération de cuisiniers, finalement, a décidé de s'affranchir des codes bourgeois, hein, pour revenir à la table, souvent est assez jolie, d'accord, sur laquelle on mange et il n'y a pas de nappe. Bon. Donc voilà nos accélérateurs de succès, le langage qu'on impose finalement au monde entier, la littérature, c'est l'outil de communication qui va diffuser ces idées un peu partout, et puis l'invention d'un endroit particulier où on va pouvoir consommer la gastronomie française. Mais pourquoi est-ce que tout ça dure encore? Après tout, nous sommes également le pays, la France, où il y a le plus de McDonald's par habitant. Et donc, comment peut-on faire finalement cohabiter cette idée que la gastronomie française est une des meilleures du monde, qu'elle existe depuis des centaines d'années et qu'elle existera, nous l'espérons, pendant des centaines d'années, et que par ailleurs, il y a d'autres formes qui se sont développées, notamment ce qu'on a appelé le fast-food. D'ailleurs, il y a un indice, hein, le nom anglais donne un indice sur l'origine du mouvement. Eh bien, une des raisons pour laquelle la gastronomie française perdure et, à mon avis, va perdurer, c'est le compagnonnage dans la transmission des gestes. Et les gestes, ça n'est pas seulement ce qui se passe en cuisine, même si c'est très important. Ça commence par l'élevage ou la culture. Il y a une transmission des bonnes pratiques avec de nouvelles pratiques qui peuvent apparaître, mais il y a une facilité en France à se transmettre de génération en génération les bonnes pratiques. On dit souvent que dans la vigne, on va trouver le grand-père, le père et le fils. Et peut-être les petits-enfants, futurs, s'ils sont déjà nés. Donc l'arrière-grand-père dans ce cas-là. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque vous êtes un viticulteur, vous faites une récolte par an. Et donc la courbe d'apprentissage, notamment liée au climat, mais pas que, elle est extrêmement faible. Et qui va se souvenir qu'en 1936, il a à la fois gelé au mois de mars et fait très chaud au mois d'avril? Eh bien, le grand-père. Parce que lui, il était là, que son père et son grand-père lui ont raconté ce qui s'était passé sur les décennies précédentes. Il transmet cela à son fils, à son petit-fils. De la même manière que vous apprenez aujourd'hui encore en école et en lycée hôtelier à découper le poisson. Sur guéridon, vous savez, le poisson arrive entier sur une petite table à roulettes et devant le client, on va lever les filets du poisson, on va éventuellement découper une pintade, un canard ou un poulet sous vos yeux. Eh bien, ça existe parce qu'il y a dans les lycées hôteliers des formateurs qui ont ce geste et l'ont reçu eux-mêmes des gens qui les ont formés, qui n'ont jamais arrêté de travailler ces gestes qui sont loin d'être simples, d'accord, et qui ont fait ensuite eux-mêmes la transmission aux plus jeunes. J'étais récemment invité dans un très bon restaurant dans lequel nous avons choisi un menu tout guéridon, c'est-à-dire l'entrée préparée devant nous, le plat,
préparé devant nous et le dessert préparé devant nous. Eh bien, je peux vous dire que de voir cette jeune femme de peut-être 25 ans pratiquer sous l'œil de son maître d'hôtel de 45 et sous l'œil encore plus expérimenté du directeur de salle qui approche la soixantaine, eh bien, il y avait là la photo de cette transmission. C'est-à-dire que vous aviez sous les yeux pourquoi cette pratique va continuer. On peut se demander si elle sert à quelque chose, mais je peux vous dire que pour la personne qui m'avait invité ce soir et pour moi-même, elle remplissait parfaitement son office de générer des sourires et du bonheur. Mais ce n'est pas tout. On a aussi développé des gestes dans le service. On a développé des gestes dans la sommellerie, etc., etc., etc. Donc, cette transmission sous forme de compagnonnage, en France, c'est quelque chose qui nous vient de loin. Les compagnons du devoir, ça existe depuis très très longtemps. On a appliqué ça à ce secteur de la cuisine. Deuxième raison, la supply chain. Alors, on ne l'appelle pas comme ça, mais pour faire de la bonne cuisine, il faut avoir de bons produits. Et pour avoir de bons produits, il faut les sourcer parce que tout ce qui est bon existe en petite quantité. D'accord ? Et donc, encourager l'excellence, stimuler la créativité chez ses fournisseurs, c'est une pratique qui est permanente du côté des chefs. C'est-à-dire que le chef ne peut que sublimer les produits qu'on lui amène, à tel point qu'aujourd'hui, de nombreux chefs ont leur propre potager, non seulement pour avoir des herbes aromatiques fraîches, mais aussi pour avoir des légumes qui ont été cueillis quelques instants avant qu'on vous les serve, en réalité quelques heures seulement avant qu'on vous les serve. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on va directement du jardin à la cuisine et à l'assiette au même endroit? Eh bien, on évite le frigo. Et faites l'expérience. Si vous avez la possibilité de goûter des fraises ou en général des fruits que vous cueillez directement, ils ont un goût différent. Mettez-les un quart d'heure au frigo. Ressortez-les, goûtez-les. Ils ont perdu une partie de leur qualité gustative. Et donc, de la même manière que si vous avez la possibilité de goûter une huître tout juste sortie d'un parc à huîtres, si vous avez la possibilité de ramasser quelques champignons à l'automne et de faire une petite omelette aux champignons vous-même, vous allez trouver effectivement que cette qualité vient de l'origine du produit, du sourcing. Et on verra peut-être que cette raison de supply chain, elle est peut-être mal comprise par les entreprises industrielles aujourd'hui, au XXIe siècle. Enfin, il faut bien le dire, tout ça n'existerait pas sans la critique gastronomique et ce qu'on peut appeler le client expert. La critique gastronomique, écoutez, je ne sais pas si un jour je changerai de métier, mais celui-là me plairait beaucoup. Globalement, on va manger dans des bons restaurants et on écrit en sortant ce qu'on en pense. Voire même, pour les critiques gastronomiques les plus modernes, on se filme en train de manger et on raconte ce qu'on ressent de la cuisine du chef. Donc la critique gastronomique fait partie du succès de la gastronomie française. Pourquoi ? Elle aide le chef à avoir un feedback parfois désagréable sur la qualité de ce qu'il propose. Récemment, je lisais une critique sur un restaurant qui vient d'ouvrir et qui a une très belle critique en province. Et à la fin du descriptif, avec toutes les photos des différents plats, les deux desserts qui sont servis, et en disant le chef pâtissier va bientôt changer, c'est nécessaire car la pâtisserie n'est pas au niveau du reste de la cuisine du chef. Voilà. Donc le critique, mais le client expert finalement, c'est aussi un critique gastronomique. C'est vous, c'est moi qui redonnons du feedback au chef ou au service pour améliorer les choses. Eh bien, la critique gastronomique, le client expert sont probablement une des raisons pour laquelle on a une cuisine française qui dure. Et donc quoi? Eh ben, le repas français est entré au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Alors, vous lirez la définition, elle est savoureuse, ça prendrait trop de temps de vous la raconter. Donc, ce n'est pas la gastronomie française elle-même, comme on le lit parfois, qui est classée au patrimoine mondial, c'est le repas gastronomique français.
Et donc, c'est toute l'expérience culturelle, et vous y verrez l'influence de la bourgeoisie, bien entendu. Il n'y a plus beaucoup de repas qui se déroulent comme le repas qui est mentionné dans ce patrimoine mondial. Mais aussi, cette année, c'est l'année de la gastronomie française. Donc, le gouvernement a déterminé qu'il souhaitait que la gastronomie française, sous toutes ses facettes, avec ses producteurs, avec ses cuisiniers, avec ses expériences, avec son côté festif, soit un projet pour l'année 2022. Et puis, peut-être le savez-vous, il existe une opération qui s'appelle Food France, un petit jeu de mots, un fou de France, Food, F-O-O-D, pour ceux qui nous écoutent en podcast, et qui fait que chaque année, nos ambassades sont des épicentres d'initiatives gastronomiques partout où nous sommes situés. Et pour vous raconter une anecdote, j'étais au Vietnam par hasard pendant le Fou de France en 2019 sans doute, et l'ambassadeur de France avait mobilisé tous les pâtissiers, tous les chefs français, et lui-même à l'ambassade donnait évidemment un grand repas français à tous les officiels vietnamiens et à la communauté diplomatique, mais partout où il y avait un petit bout de français qui cuisinait ou qui faisait des croissants, il y avait cette semaine extraordinaire pour faire goûter la gastronomie française à nos amis vietnamiens. Et ça, dans chaque ambassade que notre pays a à l'étranger. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette belle aventure qu'est la gastronomie française? Eh bien, d'abord, que les clés du succès de cette gastronomie, elles sont utilisables dans vos entreprises. Par exemple, votre écosystème est la source de votre innovation. Peu de gens le savent, mais les plus grandes innovations récentes dans l'automobile, par exemple, viennent des équipementiers. C'est Valeo, c'est Faurecia, c'est Bosch, c'est Continental qui ont mis au point les technologies que les constructeurs automobiles mettent en avant dans leurs publicités les plus récentes. Ce n'est pas Renault qui innove. Renault sélectionne les innovations de ses fournisseurs. Eh bien, votre écosystème, au sens tous les gens qui amènent de la compétence ou des ressources à votre entreprise, sont un écosystème. Est-ce que vous avez fait le job d'aller créer une journée de l'innovation ouverte avec eux? Est-ce que vous passez les voir? Est-ce que vous passez éventuellement leur demander sur quoi ils travaillent? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils puissent encore améliorer ce qu'ils font pour vous? C'est vrai dans les services comme dans les produits. Le compagnonnage, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Le compagnonnage est un outil puissant pour améliorer la transmission des bonnes pratiques. Alors, ça peut prendre la forme du mentorat, quand on accueille un nouveau collaborateur dans une entreprise et qu'on lui donne un mentor pour l'accompagner et lui transmettre non seulement le geste, mais aussi les valeurs et la culture de l'entreprise. Mais plus globalement, lequel d'entre vous a pensé à créer une école, une formation qui permettrait de transmettre ce que vous savez faire à d'autres? Quand vous prenez un jeune alternant dans votre entreprise, eh bien, si vous le laissez travailler tout seul, ça ne va pas donner grand-chose. Si vous l'accompagnez en lui montrant les gestes qui sont finalement le savoir-faire de votre entreprise, eh bien, vous avez une bien meilleure chance. Si vous faites vous-même votre école de formation, eh bien, alors, vous avez la capacité de former tout le cursus de la personne à vos gestes, c'est-à-dire à votre pratique, à votre tour de main. Voilà des mots d'ailleurs qui sont utilisables aussi en gastronomie. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la gastronomie française et ce qu'on peut en apprendre et ce qu'on peut faire pour mettre ça dans nos entreprises. J'espère aussi vous avoir mis l'eau à la bouche. Et pour vous, j'ai une première question. Alors, je vois que nous avons des questions, mais pour vous, j'ai une première question. C'est
quel est votre produit improbable que vous connaissez parce que finalement, vous êtes issu d'un terroir et que vous pensez que peu de gens connaissent? C'est l'heure de mettre en avant les produits de vos terroirs. Ben, Si vous voulez faire de la pub, c'est maintenant ou jamais, hein. Eugénie, toi par exemple, quand tu es dans le Périgord, à quoi tu penses? Alors moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le foie gras. Voilà. Et le foie gras de quel animal? Doigt. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Le foie gras en général, le fait Non, de... non, le foie gras d'oie. Ah, alors parce que moi, je me souviens, parce que quand on était petits et qu'on passait à chaque fois dans le Périgord l'été, on allait à la ferme, on avait une ferme d'oie, on allait faire nos stocks de foie gras. Pour survivre Et pendant c'est... l'hiver. Ouais, c'est ça. On pouvait survivre. Grâce à ça, on pouvait survivre. Et c'est vrai que, ouais, donc, d'après ce que je sais, c'est en gros, on gave les oies pour. Mais c'est surtout confidentiel. Ah C'est que la oui. plupart des gens qui ont mangé du foie gras n'ont jamais mangé de foie gras d'oie. Laissez-moi vous faire une confidence. C'est 10 fois meilleur. C'est 10 fois meilleur. Donc, la prochaine fois que vous passez par le Périgord, cherchez un petit peu, allez dans la ferme ou au marché non pas touristique, mais au marché fermier, allez voir ce qui s'y passe. Qui d'autre veut se lancer à nous parler de son produit que personne ne connaît ou que peu de gens connaissent? Allez-y, Christophe, monsieur, on dame, sera... c'est pour un sondage. Christophe, on sera déçu si tu ne nous recommandes pas quelque chose, hein. Ouais, bah, moi je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'en ai deux. Il y a tout d'abord l'apiculteur avec lequel je bosse, qui fait un miel d'exception, Patrick Cholet, qui fait donc à l'ancienne, donc extraction en froid, ni brassée ni chauffée. Mais surtout, il a une connaissance botanique exceptionnelle. Donc, il sait quand mettre ses abeilles sur les fleurs. Il observe beaucoup en faisant des miels vraiment typiques. Notamment chez moi, il fait du miel de sarrasin, mais il fait du miel de châtaignier, il fait voilà. Et sa grosse particularité, c'est que du coup, là, on va rejoindre complètement la gastronomie, c'est qu'il a tapé dans l'œil des grands chefs. Enfin, il a visé même son cœur de marché chez les grands chefs. Et au dernier guide Michelin, si on cumule tout, c'est 87 étoiles, pour faire ça à peu près. Voilà le bon Voilà. exemple de l'écosystème et du sourcing. Voilà, et avec des échanges très intéressants, c'est-à-dire que pendant le Covid, il y a certains chefs qui ont envoyé, comme les restaurants n'étaient pas ouverts, ils ont envoyé leur brigade bosser chez les producteurs. Donc, ils sont tous venus 2 ou 3 jours bosser avec l'apiculteur ou avec celui qui faisait le fromage pour voir, ou le maraîcher, pour voir comment on construisait les produits qui travaillaient derrière. Donc, ça, c'était assez intéressant, quoi. Puis la deuxième chose, c'est forcément de la viande faite exclusivement à l'herbe. Donc fini à l'herbe, sans céréales. Donc ce que je fais chez moi et qui commence à trouver un petit peu son marché aussi. Voilà. Merci Christophe. Qui veut se risquer? Mathieu? Bah, moi, j'ai goûté les fameuses steaks à l'herbe que j'ai trouvé chez Monoprix récemment. Et donc, j'ai envoyé la photo à Jean-Christophe. Et donc, c'est ma surprise pour moi également. C'est très bon, Ouais. hein, vraiment. Et comme quoi, Monoprix, ça peut être aussi le petit marché du coin. Et oui. Parfois, ils essayent de rapprocher les producteurs. Corinne, je ne sais pas si tu es là, mais il me semble que récemment, tu avais traîné tes guêtres en Italie. Quel est donc le produit qui te revient en mémoire quand tu penses à ton dernier séjour en Italie? Ah, Corinne, on t'entend pas. Toujours, ton micro est coupé. J'ai effectivement traîné mes guêtres en Italie avec grand bonheur. Moi, l'Italie, ce sont les légumes. Donc, je sais que ce n'est pas tellement la tendance de parler de légumes dans ces chroniques, Mais mais si, mais si. voilà. Et le fromage, la burrata, tout ça mixé avec des tomates délicieuses, voilà, c'est toujours un grand moment. Je ne sais pas si c'est parce que les légumes se viennent de là, ils sont producteurs ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a un goût particulier, une saveur particulière. Pour une raison aussi technique, hein, c'est qu'ils ne sont pas Mûrs. réfrigérés. Oui, voilà, ils sont mûrs. Voilà. Ce que tu disais sur la réfrigération tout à l'heure, oui, c'est mûr, c'est à point en fait. C'est fondant.
Pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion un jour de goûter des langoustines crues qui n'avaient pas été réfrigérées. Donc, il y a un pêcheur qui part à 3 heures du matin et qui va livrer 2 restaurants à Paris. Et sur le retour, il livre un restaurant à Chantilly. Il se trouve qu'on était là-bas par hasard et que, évidemment, on est allé parler au chef. Enfin, je suis allé parler au chef pour savoir un petit peu ce qu'il y avait sous le capot. Et il m'a dit, j'ai ce produit-là et vous le trouverez nulle part. Et effectivement, j'ai ensuite, à ce moment-là, découvert que les aliments changent de goût lorsqu'ils sont mis sur la glace ou lorsqu'ils sont mis au frigo. Et donc, c'est intéressant parce que pour le coup, vous êtes en hyperlocal, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous ne pouvez pas faire des kilomètres à un produit aussi fragile. Ça doit être consommé dans les heures suivant finalement sa pêche. Mais il te l'avait cuisiné comment? Tu disais que c'était cru, donc il avait fait. Alors, il avait fait un tartare avec, et puis après, il nous en avait rôti une tout doucement, qui a été mi-cuite. C'était un souvenir gastronomique étonnant. J'ai jamais entendu parler de tartare de langoustine. Effectivement, ça doit être très, très, très goûteux. On avait dit, hein, ça serait aujourd'hui un repas qui... enfin, pardon. Une nourriture de l'esprit qui ferait exciter les papilles. Les amis, merci encore. Vous aviez dans le chat la référence pour le film, le restaurant. Comment il s'appelle? Donc le titre du Délicieux, film. ça s'appelle. Délicieux. Voilà. Que je vous recommande si vous avez envie de passer un bon moment.